Et notre invité ce matin dans la grande interview sur CNews et Europe 1, c'est Gabriel Attal. Bonjour à vous, ancien Premier ministre. Les frappes se poursuivent au 4e jour de l'opération américano-israélienne Epic Fury. Israël est sous le feu des missiles iraniens. Il riposte aussi au nord contre le Hezbollah du Liban. Nos bases françaises, Gabriel Attal, sont aussi attaquées. La base navale d'Abu Dhabi a été visée par un drone kamikaze iranien. Ça a provoqué un changement de stratégie de la part de la France, qui dans un premier temps, par la voix d'Emmanuel Macron, s'était dit ni prévenu, ni impliqué dans ces frappes. Et désormais, la France se dit prête à bien défendre nos intérêts de façon active. Vous acceptez et vous dites c'est une bonne chose que la France entre dans ce conflit ? Je ne crois pas qu'on peut dire que la France entre activement dans ce conflit. En tout cas, le fait que le président de la République et le gouvernement indiquent qu'évidemment, la France défendra ses intérêts dans la région, ses ressortissants, ses armées et ses bases, me semble évidemment une... Mais vous avez compris cette espèce de tergiversation. Au début, on n'était ni impliqué, ni prévenu. Et puis là, oui, évidemment, il faut y aller. Je crois qu'il y a dans un certain nombre de réactions de différents pays européens, et je ne parle pas ici simplement de la France, on voit une forme de volonté de se laisser un espace. On voit bien que dans un certain nombre de réactions, certains se disent, si l'opération qui a été lancée par le président Trump est un échec, on pourra dire qu'on était contre l'opération, et si elle est un succès, on pourra dire qu'on n'était pas contre. La réalité, c'est qu'il y a un risque que cette opération ne fonctionne pas. On a des exemples dans le passé d'interventions extérieures dans le but de renverser un régime qui se sont traduites par des échecs, par beaucoup de morts. Et donc l'enjeu maintenant pour moi, c'est que cette opération, elle soit utile. Utile à qui ? Utile aux Iraniennes et aux Iraniens, et utile à la région et à la sécurité du monde. Parce que personne ne peut pleurer la chute, si elle intervenait, du régime des Mollahs, la mise hors d'état de nuire de l'ayatollah Khamenei. Je rappelle que le régime des Mollahs... Vous êtes félicité de cette mort ? Le régime des Mollahs, c'est 46 ans de chape de plomb sur tout un pays. C'est des étudiants qui sont abattus à bout portant dans la rue, c'est des femmes qui sont brisées par l'islamisme, c'est des mères à qui on demande de l'argent pour leur rendre la dépouille de leur fils qui a été tué par les milices. Tout ça, c'est une réalité. Et donc, oui, je pense qu'on peut se réjouir du fait que l'ayatollah Khamenei ait été mis hors d'état de nuire. Est-ce que ça veut dire que le régime est renversé ? La réponse est non. Le régime tient encore. Maintenant, l'important, évidemment, c'est que les Iraniennes, les Iraniens puissent prendre leur destin en main. Mais le but, c'est quoi ? C'est d'instaurer la démocratie. Ce n'est pas exactement et précisément le but des frappes américaines telles qu'elles ont été présentées par Donald Trump. Ce qui est certain, et vous avez raison de le dire, c'est qu'il y a d'abord une ligne parfois erratique du président Trump. Je rappelle que le JCPOA, qui était l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été signé en 2015 par les États-Unis et un certain nombre de pays, dont la France, c'est Donald Trump qui, en 2018, a fait le choix d'en sortir, ce qui a rehaussé le niveau d'enrichissement du nucléaire en Iran. Et ensuite, vous avez raison de dire qu'on a vu dans certaines opérations précédentes, je pense notamment à ce qui a été fait au Venezuela, que l'enlèvement du président Maduro n'a pas signifié le retour à ce stade de la démocratie au Venezuela. Je pense que c'est important pour nous, Européens, et pour nous, la France, de réaffirmer que l'objectif, l'horizon, ça doit être la libération du peuple iranien et la démocratie en Iran. Pour autant, vous n'êtes pas très nombreux dans votre camp à soutenir cette opération américano-israélienne. On voit beaucoup de tergiversations, là encore. Marine Tondelier, qui estime que l'ayatollah aurait dû être jugé par qui, par quoi, mystère. Olivier Faure, qui dit l'Europe et la France ne peuvent s'aligner sur le duo Trump-Netanyahou. Là, il n'y avait pas matière à tergiverser. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que la France prenne l'initiative d'une coalition d'États dans le but d'affaiblir le régime des Mollahs pour que les Iraniens puissent le renverser et puissent prendre leur destin en main. J'avais proposé un certain nombre de voies pour cela, évidemment le renforcement et l'effectivité des sanctions. Maintenant, les gardiens de la Révolution sont classés sur la liste des organisations terroristes. Assurer qu'aucun d'entre eux ne puisse mettre le pied sans être arrêté sur le sol français ou européen. L'établissement de listes pour retourner les exécutants du régime contre ses leaders. Et c'est le point le plus important, Laurence Ferrari. Rien n'a fonctionné. Cette coalition n'a pas été mise en place. Non, dans les sanctions, pour l'instant, rien n'a fonctionné. Je fais part des propositions que j'ai formulées. Et enfin, la préparation du jour d'après. Parce qu'à la fin, le régime est déstabilisé par les frappes américaines, mais son renversement ne pourra venir que des Iraniennes et des Iraniens. Et ce qu'il faut, c'est les aider à préparer le jour d'après, la transition. Et je pense que la France, elle a un rôle en la matière. Ensuite, sur les réactions politiques, pas de grande surprise, très sincèrement, pour moi, vu les noms que vous avez donnés ici. Olivier Faure. Moi, je dirais simplement qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une forme de tension dans le débat public autour de cette question du droit international. Certains s'érigent contre des interventions en expliquant qu'elles bafouent le droit international. Mais ils oublient souvent de dire
que ceux contre qui se dirigent les interventions bafouaient le droit international matin, midi et soir depuis parfois des années ou des décennies. Et on n'a pas entendu beaucoup ces mêmes responsables politiques le dénoncer alors. Donc il est mort, le droit international, Gabriel Attal ? Il ne peut pas être un totem d'immunité pour ceux qui le bafouent matin, midi et soir. Ceux qui ne respectent pas le droit international ne peuvent pas s'en prévaloir pour être protégés de toute intervention, de toute sanction. C'est ce que je dis. Ensuite, on voit qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est très largement régi par les rapports de force, par la brutalité. Je pense qu'il ne faut pas s'en réjouir. Il faut assumer ce rapport de force. Mais je pense qu'il faut juste être pragmatique. La réalité, c'est qu'on ne peut pas être les derniers à respecter des règles que plus personne ne respecte, sinon on va se faire écraser et on sera affaibli. Et donc, il faut être pragmatique. Et il faut assumer de parler aussi le langage de la force et d'incarner aussi une force. Ça veut dire une force économique en France, en Europe, une force militaire, d'où l'importance du renforcement du budget de nos armées, qui a été encore rappelé hier. Et donc c'est très important, oui, qu'on assume cet ordre mondial qui n'est plus celui que des générations précédentes ont connu. Moi, ma génération, elle n'a pas connu la mondialisation heureuse. Elle n'a pas connu l'âge d'or du droit international. Elle n'a pas connu la chute du mur comme la promesse de la fin de l'histoire. Ma génération, elle s'est éveillée à l'actualité avec le 11 septembre 2001, la crise financière en 2008 et l'annexion de la Crimée en 2014. Elle n'a connu que la brutalité et le rapport de force. C'est peut-être pour ça que je suis plus pragmatique que certains. Gabriel Attal, on est sur CNews et sur Europe 1. Ça veut dire qu'il faut refonder toutes ces règles internationales. Oui, je crois que la responsabilité de ma génération, ce sera quelque part d'inventer, c'est le travail d'une génération, une nouvelle gouvernance internationale. On voit que les organisations internationales telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui n'ont pas permis de prévenir ou de réguler ou d'empêcher un certain nombre de conflits. C'est devenu, vous le dites, un guichet humanitaire, une ONG climatique, oui, et il faut le refonder complètement. En tout cas, sur la dimension humanitaire et climatique, il faut le garder, évidemment. Mais force est de constater que quand vous regardez la multiplication des conflits ces dernières années, l'ONU n'a pas été en mesure de les empêcher. Parce que certains, d'abord, ne respectent plus les règles de l'ONU, du droit international, et ensuite parce que le fonctionnement ne correspond plus à la réalité du monde. Le Conseil de sécurité est complètement bloqué et verrouillé. Bien sûr, à la réalité du monde aujourd'hui. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'on doit être à l'initiative d'une forme de nouvelle coalition d'États qui acceptent de respecter les mêmes règles et qui respectent les mêmes valeurs. Et il faut que ça coûte à ceux qui ne les respectent pas et que ça rapporte à ceux qui les respectent. Et ensuite qu'on puisse étendre cette sphère d'influence. C'est comme ça qu'on arrivera à apaiser le monde, ce qui doit être pour moi notre objectif. Et quand on parle des règles internationales, Laurence Ferrari, il n'y a pas que ces questions géopolitiques, il y a aussi les questions commerciales. L'OMC, bien sûr, l'Europe, la France risquent de devenir les derniers à respecter les règles de l'Organisation mondiale du commerce. La Chine ne les respecte pas, les États-Unis, on le voit avec les décisions du président Trump non plus. Donc respecter les règles de l'OMC avec des pays qui ne les respectent pas, c'est accepter notre affaiblissement. Donc moi je suis pour respecter les règles avec ceux qui les respectent et assumer de ne plus les respecter avec ceux qui ne les respectent pas. Avec quel pays ? Parce que là, vous proposez un nouveau multilatéralisme. Avec quel pays nous pourrions nouer ces alliances On voit qu'il y a des concrètes. On voit qu'il y a un certain nombre de pays qui ont envie de respecter les mêmes règles. Il y a évidemment les pays du cœur de l'Europe. On peut ajouter le Canada, on peut ajouter le Royaume-Uni, on peut ajouter la Norvège, on peut peut-être ajouter l'Australie, le Japon. Bref, vous savez, il y a plus de petits poissons que de gros poissons dans le monde. Et donc, ils ont plus intérêt à s'allier et à avancer ensemble face à des grandes puissances qui réaffirment des volontés impérialistes et qui acceptent de ne plus respecter aucune règle. Vous parlez de Donald Trump en disant que c'est un pragmatique. Il faut s'adapter à ce pragmatisme, à ce côté transactionnel et adopter le même langage pour se faire respecter des États-Unis. Il faut assumer, c'est vrai avec le président Trump, c'est vrai avec la Chine de Xi Jinping, c'est vrai avec la Russie de Vladimir Poutine. Il faut assumer le rapport de force. Si on veut peser, si on veut défendre nos intérêts, moi la seule chose qui m'importe, c'est de défendre les intérêts des Français. Si on veut défendre nos intérêts, il faut qu'on soit suffisamment fort pour cela. Ça veut dire être une force économique, une puissance économique. Ça veut dire être une force militaire, d'où l'importance de poursuivre le réarmement. Et ça veut dire assumer de parler un langage qui est aujourd'hui le langage communément parlé sur la sphère internationale. On va évoquer dans un instant ce qu'a dit le président Macron à propos de la dissuasion nucléaire. Encore un mot de ce qui se passe en Iran. Donald Trump, hier, n'a pas exclu une intervention terrestre s'il le fallait, parce que si les Iraniens n'arrivent pas par eux-mêmes à se libérer de ce régime islamique, est-ce qu'il faudra aller plus loin ? Est-ce que vous êtes favorable à une opération terrestre ? Deux choses. D'abord, j'ai été Premier ministre, j'ai été responsable de la défense nationale, et je sais que ce sont des sujets sur lesquels vous prenez position après avoir pris connaissance d'informations souvent classifiées qui viennent de nos services de renseignement et qui vous disent
si tel scénario a une probabilité importante de se réaliser ou pas. Donc moi, je suis prudent sur ces questions-là. La deuxième chose, et je vous le disais tout à l'heure, on a un certain nombre d'exemples d'opérations extérieures en vue de renverser un régime qui n'ont pas fonctionné, ou en tout cas n'ont pas fonctionné pendant un certain nombre de temps, avec beaucoup de dégâts entre-temps. Donc à la fin, je crois que le renversement du régime, s'il a lieu, viendra des Iraniennes et des Iraniens. Mais ce qui veut dire qu'on doit tout faire pour déstabiliser le régime, pour déstabiliser le régime, pour qu'ils puissent prendre leur destin en main et devenir libres. Je crois que les opérations y participent. Je pense qu'un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, un certain nombre d'initiatives peuvent y participer davantage pour les aider. C'est-à-dire en matière de coopération, en termes de renseignement, en matière d'assistance technologique, pour pouvoir communiquer. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place. La France doit aller plus loin dans sa coopération. Sera-t-elle d'ailleurs ne serait-ce qu'acceptée par la coalition américano-israélienne ? Non, mais en tout cas, vous savez, participer à une opération à laquelle vous n'êtes pas associé, je ne suis pas sûr que ce soit un bon scénario pour la France. Voilà, maintenant, ce qu'il faut, dès lors que cette opération est là, on peut dire qu'elle était bienvenue ou pas, qu'elle était légitime ou pas. Dès lors qu'elle est là, il faut qu'elle soit utile aux Iraniennes et aux Iraniens. Cette crise militaire pourrait se doubler d'une crise économique, puisque le détroit d'Ormuz est en partie bloqué. Il transite 20% du pétrole mondial et beaucoup de gaz liquéfié. Est-ce qu'il faut se préparer à un choc économique dans nos démocraties ? Vous savez, là, je suis aussi très prudent sur ces questions-là. Je sais trop bien que quand vous avez des déclarations très fortes sur le sujet, ça peut être autoréalisateur. Je pense que le prix du baril, c'est pas autorisateur. Il y a des mesures qui ont été... Oui, mais si vous commencez à inquiéter tout le monde, à expliquer qu'il va y avoir des pénuries ou qu'il va y avoir une explosion des prix, vous savez très bien ce qui se produit ensuite. Bon, c'est déjà le cas. Les gens font déjà la queue à la pompe. Ce que je crois, c'est que vous avez un certain nombre de transporteurs, d'acteurs du fret qui ont pris des mesures pour contourner la zone et pour permettre un approvisionnement. Je pense par ailleurs que l'objectif, ça reste que la désescalade puisse intervenir assez rapidement, que les Iraniens arrêtent de bombarder tout ce qui se trouve autour d'eux et que dans ces conditions-là, le trafic pourra reprendre. Il y a aussi un risque terroriste qui est présent. On sait qu'Israël se bat sur deux fronts, à la fois le front iranien et le front du Hezbollah. Et il y a des menaces concernant la France aussi. Laurent Nunez a rehaussé le niveau de sécurité et de surveillance autour des lieux de culte juifs, en ces fêtes religieuses. Contre aussi, il veut protéger les opposants au régime iranien. Ce n'est pas à exclure que la réponse de l'Iran puisse se faire aussi par le terrorisme. On y a été malheureusement confronté en France dans les années 80-90. La France a payé le prix, vous l'avez dit, du terrorisme. Et on sait que dans des moments de déstabilisation internationale comme cela, évidemment qu'il y a un risque pour nous. Et je salue la réactivité du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui a tout de suite pris un certain nombre de mesures, appelé à la vigilance l'ensemble des préfets et des services de police en France. Évidemment, il y a une vigilance absolue à avoir. Vous savez, on a des services de renseignement intérieur qui sont d'une extraordinaire qualité, d'un très grand professionnalisme. Ce qui est assez frustrant quand vous êtes un responsable politique ou dans l'exécutif, ça a été mon cas notamment en tant que Premier ministre, c'est que vous avez connaissance d'énormément d'actions violentes qui sont empêchées grâce à nos services. Souvent, vous ne pouvez pas communiquer dessus parce que, évidemment, pour des questions de confidentialité et de sécurité nationale, vous ne pouvez pas le faire. Mais je le dis ici aux Français qui nous regardent et qui nous écoutent, on a la chance en France d'avoir des services d'un extraordinaire professionnalisme pour les protéger. Gabriel Attal, on est sur CNews et Europe 1. Hier, le chef de l'État a prononcé un grand discours sur la dissuasion nucléaire. Il a annoncé une augmentation du nombre d'ogives nucléaires et présenté une nouvelle doctrine de dissuasion avancée. Ça veut dire en associant des partenaires européens pour cette dissuasion nucléaire, mais tout en excluant tout partage de la décision ultime. Est-ce que c'est compréhensible pour vous ? Oui. Est-ce que ce n'est pas du en même temps ? Non, d'abord, ça ne me semble pas être un changement de doctrine absolue. Le partage de la dissuasion nucléaire. Le fait de dire que les intérêts européens, en tout cas que des pays européens, font partie des intérêts vitaux de la France, ce n'est pas le président Macron qui l'a dit en premier, ça a été dit par beaucoup de ses prédécesseurs, notamment par Jacques Chirac, dans le discours qu'il avait prononcé sur la dissuasion nucléaire. Vous savez que chaque président de la République, c'est le cas pour tous les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, ce sera le cas pour tous ses successeurs, font un discours, s'expriment sur leur vision de la dissuasion nucléaire. Et cette question des intérêts européens au sein des intérêts vitaux français avait déjà été affirmée, notamment par Jacques Chirac, et on pourrait même remonter encore plus loin sur un certain nombre de déclarations. Ce qu'a dit, je crois, le président de la République, c'est qu'il fallait maintenant donner du corps, de la chair à cette doctrine, en permettant d'associer un certain nombre de pays alliés à des exercices, et peut-être en positionnant des éléments de notre dissuasion nucléaire dans d'autres pays européens. Mais ce qu'il a dit, et pour moi c'était le plus important,
c'est que la décision ultime d'avoir recours à notre arme nucléaire restera évidemment entre les mains du chef de l'État, chef des armées, qui est le président de la République. Donc il n'y a pas de partage de la dissuasion nucléaire au sens propre du terme. Non, et heureusement. C'est la France et son président ou sa présidente qui garderont ce bouton. C'est la France, et en France, une seule personne, le chef de l'État, chef des armées, qui garderont cette responsabilité. Ça nous permettrait de renforcer notre position au sein de l'Union européenne, alors que la voix de la France pèse beaucoup moins face à ses partenaires comme l'Allemagne. Vous savez que vous avez beaucoup de pays européens qui se sont construits dans l'idée qu'ils resteraient éternellement protégés par le parapluie américain. C'est vrai pour la majorité d'ailleurs des pays de l'Union européenne. On voit, pas seulement depuis Trump, mais on l'a vu avec déjà plusieurs présidents précédents, que les intérêts des États-Unis vis-à-vis de l'Europe ont changé. Et c'est assez éclatant avec Donald Trump. Et donc ces pays sont en train de se rendre compte qu'ils ne pourront probablement plus compter sur le parapluie américain. Est-ce qu'on peut remplacer le parapluie américain par un parapluie français pour un certain nombre d'États dans des conditions très encadrées? Je le crois. Et pour répondre à votre question, oui, je crois qu'en termes d'influence de la France en Europe, évidemment que ça aura un poids et un rôle. Maintenant, l'influence de la France en Europe, elle passe aussi par sa force économique, par sa capacité à réduire son déficit et sa dette, et par un certain nombre de réformes qui sont importantes. Tout ça va ensemble. Gabriel Attal, j'aimerais vous interpeller sur les propos de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Rima Hassan a déclaré que l'Iran a le droit de se défendre et Israël a le droit de la fermer, tandis que Jean-Luc Mélenchon estime que la mort de Khamenei, bourreau du peuple, ne justifie pas les moyens qui l'ont provoqué. Comment réagissez-vous? Vous savez, j'ai pas... Là aussi, pas de grande surprise quand je vois les déclarations, les réactions des Insoumis, de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan et d'autres. D'ailleurs, on ne les a quasiment jamais entendus défendre le peuple iranien. Quand il y a eu les manifestations il y a quelques mois qui ont été réprimées dans le sang avec une violence insoutenable, on parle quand même de 40 000 personnes selon les estimations, beaucoup de jeunes étudiants les estimations basses, qui ont été tués à bout portant dans la rue. Je n'ai pas vu de réaction, d'indignation massive venant de la France insoumise, de son leader ou de ses députés. Voilà. Et donc on voit qu'il y a toujours des doubles standards chez eux. Il semble dire qu'il y a des morts qui comptent plus que les autres, qu'il y a des situations de détresse qui comptent plus que les autres. Moi, je les dénonce toutes et je crois que c'est important qu'on partage tous ça. Jean-Luc Mélenchon s'est livré à des jeux de mots douteux, pour le dire comme cela, sur les noms de personnalités juives, Epstein, Glucksmann. Vous condamnez ces dérapages? Bien sûr, c'est d'ailleurs plus que douteux, c'est abject. Moi, ça m'a rappelé des discours, des déclarations qu'on a pu connaître de Jean-Marie Le Pen ou d'Alain Soral ou d'autres. Mélenchon, c'est Le Pen? En tout cas, quand j'ai entendu ces déclarations-là, ça m'a rappelé ce qu'on avait pu entendre dans la bouche des pires antisémites d'extrême droite. Donc évidemment, c'est à condamner, c'est à vomir. J'espère que les autres partis de la gauche couperont définitivement et nettement avec la France insoumise. J'entends des déclarations qui sont faites. Vous avez encore, je crois, une centaine de listes aux municipales qui sont communes aux différents partis de gauche, y compris avec les socialistes, parfois avec des membres du parti de Raphaël Glucksmann, avec la France insoumise. Je pense que c'est important qu'il y ait une clarification de ce point de vue-là. Ça veut dire clairement que vous n'appellerez pas, comme en 2024, à mettre un bulletin LFI dans l'urne, Gabriel Attal, pour faire barrage au Rassemblement national? D'abord, en 2024, je le redis ici, je me suis battu contre la France insoumise et le Rassemblement national. Au premier tour, si la France insoumise n'était plus en national. Donc, s'il y a aujourd'hui moins de députés LFI à l'Assemblée nationale qu'avant la dissolution, c'est parce que je me suis mobilisé et j'étais assez seul dans mon camp. Est-ce que vous dites ensuite, au deuxième tour, plus jamais LFI? Ensuite, j'y viens. Ensuite, au deuxième tour, il s'agissait d'empêcher que le RN puisse, l'extrême droite, et on voit avec tout ce qui se passe à l'international qu'on est content qu'il ne gouverne pas la France, puisse accéder aux responsabilités. Maintenant, pour vous répondre, on voit bien, et encore les dernières déclarations que vous avez évoquées, que personne ne peut appeler à voter pour la France insoumise aujourd'hui. Il y a des caps qui ont été franchis, et c'est plus seulement des caps. C'est tous les niveaux de l'insupportable et de l'inadmissible qui ont été franchis par Jean-Luc Mélenchon. Donc plus jamais LFI, Gabriel Attal. J'avais même déjà eu l'occasion d'y répondre. Vous avez du mal à oui, vous aviez déjà dit, mais je crois qu'il faut le répéter. Personne ne peut appeler à voter pour LFI après tout ce qu'on voit aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire autrement, je ne peux pas vous le dire plus clairement que ce que je vous dis. Donc au second tour des municipales, il n'y aura pas de désistement de vos candidats face à une union de la gauche éventuelle. Ça n'était même pas une question en cours, puisque vous savez, ou pas d'ailleurs, que pour tous les candidats que nous soutenons au municipal, on leur a fait signer un engagement écrit affirmant qu'ils ne feront aucune alliance, aucun désistement, ni pour la France insoumise, ni pour le Rassemblement national. On est très clair de ce point de vue-là. J'attends la même clarté des partis de gauche vis-à-vis de LFI et la même clarté des partis de droite vis-à-vis du Rassemblement national. C'est-à-dire nous, on est très clair. Qu'il pourrait y avoir une union de ces partis du centre, centre-droit, centre-gauche, pour lutter contre à la fois LFI et le Rassemblement national? D'abord, il y a des rassemblements qui sont naturels dans un certain nombre de villes et on les mène aujourd'hui. Ensuite, vous savez, moi, évidemment, je me mobilise contre les extrêmes
Mais je considère que se battre contre les extrêmes, ça ne fait pas un projet politique. C'est essentiel, mais il faut convaincre les Français de venir voter pour un projet qu'on défend. Moi, c'est ce sur quoi je travaille. Je travaille avec mon parti Renaissance. On a présenté un certain nombre de premières propositions sur la sécurité, sur l'autorité, sur la justice, sur l'immigration, pour mettre fin au « en même temps » en matière d'autorité et de sécurité qui ne fonctionne pas, qui est un échec. On a présenté des mesures sur les retraites pour changer notre système de retraite, avoir de la capitalisation, avoir un système libre, universel. Moi, je pense que c'est de là que pourra venir un chemin d'espoir pour les Français. Et donc, évidemment, 2027, vous y pensez le matin en vous rasant. Moi, je suis chef d'un parti politique. Ma responsabilité, c'est de préparer cette échéance nationale. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à la tête de Renaissance. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'être venu ce matin dans la grande interview CNews Europe 1. Bonne journée.